Bonjour, bienvenue à notre webinaire. On a l'énorme plaisir d'avoir avec nous professeur François Loubi qui va nous présenter les dernières actualités dans le syndrome coronarien aigu, notamment recommandations qui sont apparues à l'ESC 2023 à Amsterdam. Bonsoir professeur. Bonsoir. Alors d'abord, on souhaiterait remercier au laboratoire Sanofi et Zoll pour le soutien institutionnel. Et puis, donc, on vous passe la parole. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci aux collègues qui font l'effort d'être là après la journée de travail. Alors, j'espère que vous voyez bien mes slides. Je vais essayer de... C'est un exercice difficile parce que les recommandations, c'est très riche. Il y a beaucoup de textes, beaucoup de figures et que donc on essaye de faire une liste à l'après-vert un petit peu complexe. Alors, je remercie tous les laboratoires qui nous soutiennent, en particulier Zoll et Sanofi qui soutiennent le collège. Alors bon, c'était pas forcément mes choix, hein. Je vais me faire l'écho des choix qu'ont fait les collègues qui ont rédigé les recommandations publiées à l'ESC. Des recommandations qui sont pleines de petites images. Alors, si vous avez des soirées longues à occuper, bah, vous voyez, c'est presque de la BD. Là, on vous fait des petits schémas et en tout cas, elles ont le mérite d'être faciles et agréables à lire avec plein de moyens mnémotechniques. Acute Coronary Syndrome, ACS. Bon, voilà, est-ce que le CG est anormal, le contexte clinique, est-ce que le patient est stable, pour penser à transférer éventuellement le patient. Alors, je vais donc passer en revue un certain nombre de choses en essayant de dégager des points de vue pratico-pratiques dans la pratique quotidienne, et en particulier le fait, par exemple, que la tendance pour ce qui concerne l'antiagrégation est de la réduire dans la durée, mais bien sûr, il y a des éléments qui font qu'on garde la double anti-agrégation, en théorie, si on peut, 12 mois. Alors cela dit, chez les patients qui ont un risque faible et qui ont un risque de saignement élevé, on pourra le baisser. Vous voyez, apparaissent dans les recommandations le fait que vous pouvez, chez pas mal de patients, hein, 2A, ça veut dire avec une certaine facilité et un niveau de preuve qui est très bon, plusieurs études concordantes, réduire à 3 mois, voire à 6 mois, la double anti-agrégation. Donc ça vous laisse quand même une certaine marge de manœuvre dans la vraie vie. Un peu dans la même idée avec l'anticoagulation, on y reviendra, on peut dégrader et diminuer vers une simple anticoagulation. Et donc c'est surprenant, mais on commence à avoir de plus en plus de patients pour des raisons neurologiques, pour des raisons de complications, de nécessité de réintervention, qui vont à distance du syndrome coronarien se retrouver sous AOD, aspirine, AOD, autre antiagrégant, voire AOD tout seul, sans même d'aspirine. Là, tout ça, ce sont les nouvelles recommandations par lesquelles je commence, et je vous montre par exemple aussi également certaines implications, alors qui concernent peut-être plus le coronarographiste, mais c'est bien que ce soit écrit. Par exemple, quand vous avez une dissection spontanée de la coronaire, la femme jeune, postpartum ou la femme ménopausée, on savait déjà que le coronarographiste était très réticent à intervenir. Et les recommandations nous le confirment. S'il n'y a pas de d'ischémie active, il ne faut pas stenter ces patientes. Ces patientes, parce que c'est souvent des patientes, pas exclusivement bien sûr. Et donc c'est amusant parce que vous avez à la fois de la pharmacologie de tous les jours, puis des situations coronarographiques un peu plus complexes. On va même faire la part belle à l'imagerie coronaire dans ces recommandations. Dans la même idée, dans les patients très particuliers qui présentent un syndrome coronarien et un choc cardiogénique, on vous dit que, bien sûr, il faut revasculariser la lésion coupable, mais que vous pouvez aussi revasculariser, en fonction des situations, les artères non directement responsables. Alors, ça, on le faisait déjà au cas par cas. Et voilà, les recommandations nous le disent. Alors, petite remarque méthodologique, on peut le faire chez certains patients, hein, 2A. En revanche, le niveau de recommandation, au niveau de preuve, est très mauvais parce qu'il y a très peu d'études, enfin, il n'y a pas vraiment d'études, ce sont principalement des avis d'experts. Euh, Comme vous le savez, on vous déconseille d'aller utiliser les évaluations fonctionnelles de type FFR pendant l'infarctus. Ben, c'est confirmé, il ne faut pas le faire pendant l'infarctus. Classe 3, donc ça, il ne faut pas le faire sur les artères qui ne sont pas responsables de l'infarctus. Pour la gestion des complications, bon, rien de nouveau. On vous dit bien sûr qu'il faut faire l'échographie. Ce qui est intéressant, c'est de rappeler qu'il faut respecter un certain délai avant l'implantation, certes du défibrillateur, mais également du pacemaker. Chez des patients en BAV complet, on vous demande d'attendre 5 jours.
avant d'implanter un pacemaker. Alors, ça peut être un peu long et il faudra discuter avec nos amis rythmologues, bien sûr, pour pas non plus faire perdre de chance aux patients. Toujours sur les nouveautés, ça c'est un point philosophique presque que je trouve intéressant, c'est de dire que ce soit un patient très comorbide, un patient insuffisant rénal, un patient âgé, et ici un patient cancéreux, on doit se comporter de la même façon que s'il n'était pas cancéreux, sauf exception. Alors vous voyez, si on vous dit un patient qui a un cancer avec une espérance de vie supérieure à 6 mois, bah, vous devez le traiter comme un autre. Et c'est rare que vous ayez un patient cancéreux dont le cancérologue vous dise qu'il a une espérance de vie inférieure à 6 mois, c'est très rare, hein, vous le savez. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas se poser 40 000 questions. Vous avez une indication à faire la cour en urgence. Vous devez utiliser les médicaments, sauf bien sûr saignement actif ou chirurgie très récente, et l'amener sur la table de couro comme un autre. Ça c'est important, c'est écrit, classe 1, il n'y a pas de discussion. Voilà. Et même chez les patients à risque relativement engagés. On vous donne également, alors ça vous intéressera quand même dans la pratique, vous voyez, il y a des seuils en haut de plaquettes acceptables pour les différents traitements. On ne vous dit pas d'aspirine en dessous de 10 000 plaquettes, bon ça d'accord quand même, mais ça veut dire qu'au-dessus de 10 000, il n'y a pas trop de discussion, vous pouvez y aller. Le clopi au-dessus de 30 000 et les autres au-dessus de 50 000, donc ça vous rassure quand même chez les patients qui ont des thrombopénies modérées à 100 000, vous pouvez y aller de façon habituelle. Puis en dessous, bien sûr, il faut vous poser des questions sur la cause de la thrombopénie. Autre chose, on le savait déjà, vous êtes sous statine, vous faites un syndrome coronarien, il faut intensifier le traitement par statine, il va falloir augmenter. Vous étiez sous Taor, atorvastatine 40 pour ne pas prendre de nom de médicaments. Bah, c'est un échec puisque vous faites un syndrome coronarien, ça veut dire qu'il va falloir passer à pleine dose, 80 mg en l'occurrence, plus sans doute de l'ézetimibe, plus un anti-PCSK9 si nécessaire. Et puis toujours en pharmacologie, on vous fait réapparaître pour la deuxième fois dans les recommandations européennes la colchicine à petite dose. Alors là encore, c'est un peu mon dada, donc je vais le relire avec vous, peut être considéré si les autres facteurs de risque sont insuffisamment contrôlés ou en cas de maladie cardiovasculaire récidivante, malgré une thérapeutique optimisée. Alors ça va être pour moi ce que on considère comme un patient qui fait des syndromes coronariens illégitimes, c'est-à-dire le patient multitronculaire alors qu'il est jeune, qu'il n'est pas multi-intoxiqué, diabétique, non contrôlé, etc. C'est une indication, et de la même façon, le patient qui fait des événements répétés, 40 ans d'infarctus, 50 ans deuxième infarctus, 55 ans en AVC, il doit bénéficier de colchicine à 0,5 mg, même si le niveau de recommandation est modeste, 2B, ça veut dire qu'il ne faut pas le faire chez tous les patients, mais vous pouvez le faire chez les patients selon le libellé qui est écrit ici, mais un niveau de preuve qui est très bon, puisqu'on a maintenant plus de 10 000 patients dans les études randomisées. Alors ça, c'était l'aspect très pharmacologique. Si on regarde un peu plus sur les recommandations de prise en charge en réseau ou comment adresser les patients, bon, il n'y a pas de choses très nouvelles. Ce qui est intéressant, c'est qu'on fait rentrer le patient un peu comme dans la Art Team. Le patient doit rentrer dans la discussion et donc il y a tout un tas de chapitres un peu bien pensants entre nous sur le fait que bien sûr le bien-être du patient doit être pris en compte. Il faut qu'il soit pris en compte pour adhérer à la thérapeutique, etc. Je ne sais pas si vous en avez la même expérience, mais en phase aiguë d'infarctus, il est très difficile de faire passer les messages. Et il y a une espèce de sidération psychologique qui fait que, d'accord, on veut le bien-être du patient et qu'on veut l'impliquer et qu'il adhère à la thérapeutique. Très sincèrement, c'est un vœu pieux, en tout cas en phase aiguë, ce qui veut dire qu'il faut gérer en ambulatoire, revoir les patients en consultation, faire des hôpitaux de jour dédiés, tout ce que vous voulez. Mais bon, là, je m'écarte un peu quand même des recommandations que je trouve totalement irréalistes. Intéressant également dans la pratique, si vous avez un patient suspect de syndrome coronarien, mais pour lequel vous n'avez pas la preuve, vous avez le droit d'intégrer dans la réflexion, si ce n'est pas une urgence vitale, un test fonctionnel. Donc ça, c'était déjà le cas, mais bon, vous lire, c'est assez facile avec un très haut niveau de preuve, puisque plusieurs études le montrent. On vous rappelle, on vous redit que dans les 24 heures, vous devez faire la coronarographie chez ces différents patients. Alors, c'est à droite que ça se passe. Un syndrome coronarien confirmé, en particulier confirmé sur les algorithmes de troponine, on va en reparler, sur les modifications électriques évidemment, sur le SUSST transitoire ou sur un score de risque, alors là c'est le GRACE qui est cité, élevé. Alors je ne sais pas si vous faites le GRACE en pratique, mais évidemment rien que la modification de troponine ou le SUSST transitoire, le patient ne doit pas attendre le lundi s'il est rentré le vendredi, il doit avoir sa coronarographie dans le week-end, c'est quand même
un élément important dans la pratique quotidienne. C'était déjà écrit dans les recommandations précédentes, c'est de nouveau écrit, et ça c'est écrit pour une bonne raison, c'est que bien sûr il peut y avoir des événements ischémiques répétés parce que vous n'avez pas pu protéger le patient par un traitement adapté ou parce que le patient devait bénéficier d'une chirurgie qu'il n'a pas pu être référé dans le centre capable de chirurgie. Donc ça c'est un élément important je pense dans la pratique quotidienne. Autre élément qui a fait couler beaucoup d'encre et sur lequel on n'est pas forcément tous d'accord, le fait que le pré-traitement par un inhibiteur P2Y12 n'est pas systématique et que si vous emmenez le patient qui présente un syndrome coronarien sur la table de Coro et que le SAMU l'a traité par un P2Y12, ben c'est vrai que ça peut potentiellement différer la chirurgie et que ça peut biaiser la réflexion puisque comme le patient a été chargé, vous allez vous orienter davantage vers une angioplastie, vers la chirurgie. Voilà, donc il y a un niveau de recommandation, vous voyez, qui a été fortement dégradé. On est passé du grade 1, il fallait le faire pour tout le monde, à 2B, vous pouvez le faire chez certains patients, avec en revanche un niveau de preuve qui est discutable. Donc, bon, une recommandation qu'il va falloir sans doute intégrer dans nos pratiques locales pour ne pas être jusqu'au boutiste. Il ne faut pas charger tout le monde, et à l'inverse, il ne faut pas non plus, sans doute, ne charger personne. Donc, il va falloir quand même que localement, en fonction de vos SAMU et de vos centres correspondants, vous choisissiez la meilleure option. Alors ça, c'est ce que je vous disais déjà tout à l'heure sur le côté, on peut réduire la durée d'anti-agrégation, on peut réduire la durée des associations, ça vous le saviez, mais c'est confirmé. Pas mal de modifications également, avec en particulier une recommandation de ne pas faire de coronarographie. Ça va aider les coronarographistes qui sont branchés, j'espère ce soir. En toute quiétude, on le faisait déjà, hein, c'est-à-dire qu'on refusait parfois les coronarographies demandées par nos amis réanimateurs ou les collègues du SAMU devant une mort subite qui n'a pas fait sa preuve, parce qu'il n'y a pas de surélévation du segment ST, qu'il n'y avait pas de témoin pour dire qu'il y avait une douleur préalable, etc. Bah là, c'est clairement écrit, classe 3, faut pas le faire, faut pas faire l'angiographie systématique en cas de mort subite récupérée si vous n'avez pas de modification du segment ST. Alors, bien sûr, c'est pas forcément un sus-ST, hein, ça peut être un sous-ST qui témoigne d'un miroir. Enfin, bon, c'est quand même intéressant avec un niveau de preuve, là, pour le coup, qui est très bon. Donc, c'est un argument. Et bien sûr, il ne faut pas être fermé à la discussion en fonction du tableau clinique, du contexte, des témoins, etc. On vous redit également, d'un point de vue pratique, que vous avez jusqu'à 45 jours pour réaliser la revascularisation complète après un infarctus. Donc ça, c'est pratique. Vous pouvez vous organiser comme vous voulez dans la semaine, faire revenir le patient. En fonction des lésions, bien sûr, vous aurez une attitude plus ou moins agressive. Du point de vue du contrôle glycémique, alors vous savez peut-être qu'il y a un texte de consensus national qui est en train d'être rédigé entre les diabétologues et les cardiologues. On vous dit qu'il faut surtout éviter l'hypoglycémie, c'est ça qui est délétère pour nos patients. Et donc, bien sûr, en pratique, il ne faut pas du tout chercher à contrôler complètement le diabète, c'est pas le problème. Il faudra informer le patient, l'orienter, mais c'est surtout l'hypoglycémie qu'on doit redouter, nous, en tant que cardiologue. Autre élément que vous n'avez peut-être pas en pratique quotidienne, mais qu'il faut connaître parce que nos amis urgentistes l'utilisent beaucoup, ce sont les algorithmes rapides fondés sur des troponines répétées de façon très très rapprochée. Vous voyez, il y a des algorithmes à 0,1 heure, ça veut dire qu'à 0,1 heure, vous êtes capable d'exclure le risque et de renvoyer le patient à la maison. Donc ça, c'est bien sûr, c'est en amont du cardiologue, mais enfin, ça veut dire que ça va très très vite aux urgences. Et je crois que je vous ai mis la figure qui vous montre, hein, vous voyez, le patient a une troponine très faible. Initialement, elle est répétée à 1 voire à 2 heures. Vous êtes capable d'éliminer et de renvoyer le patient à la maison. Donc voilà, ça permet de raccourcir encore les délais de prise en charge du patient. Je termine avec quelques recommandations classiques. Il faut éviter bien sûr la désaturation, mais en revanche l'oxygène n'est pas systématique. Il faut soulager le patient évidemment, hein, il ne faut pas qu'il reste algique. Moi j'aime bien également prendre en charge l'anxiété tout autant que la douleur. Je trouve que l'anxiolyse vraiment est intéressante chez nos patients qui sont admis pour syndrome coronarien. Donc c'est confirmé sur les recommandations. Je pense que c'est important à ne pas oublier. Bon, on vous remet des schémas pour vous dire faut aller vite, chaque minute compte. Là, vous avez un magnifique schéma qui vous rappelle la différence entre le premier contact médical, la première douleur, etc. Il n'y a rien qui change concernant les délais, hein. Il vous faut bien sûr normalement préférer l'angiographie et l'angioplastie si vous êtes à moins de 2 heures. Et puis il peut y avoir bien sûr des situations de thrombolyse.
si vous êtes à plus de 2 heures, mais dans ce cas-là, il faut que la thrombolyse soit réalisée rapidement et ça n'empêche pas de transférer le patient dans un centre doté d'angioplastie, ne serait-ce que pour contrôler dans les délais impartis et puis également pour l'angioplastie de sauvetage, même si la thrombolyse a marché, je vous rappelle. Donc ça, il n'y a rien de très nouveau, simplement un très joli schéma que je vous mets là, parce qu'il y a de belles figures et de belles couleurs. Là, c'est écrit, et c'est exactement la même chose que je vous disais tout à l'heure, avec jusqu'à 12 heures pour la reperfusion, jusqu'à 2 heures pour les thérapeutiques actives, et puis bien sûr l'angioplastie de sauvetage. Donc pas vraiment de nouveauté en ce qui concerne la reperfusion. On vous dit quand même que faut pas faire des obstructions systématiques quand vous êtes à plus de 2 jours de l'infarctus, mais vous avez quand même la possibilité de traiter les patients jusqu'à 2 jours. Alors on parlait souvent de 24 heures auparavant, là c'est 48 heures qui apparaissent, ce qui vous laisse une certaine marge de manœuvre parce que c'est parfois difficile de dater le début de la douleur, peut-être le patient a claudiqué. Alors tout dépend bien sûr du tableau, hein, je vous apprendrai pas. Est-ce qu'il y a une séquelle sans aucune viabilité manifeste ou est-ce que vous avez une hypokinésie avec un espoir de récupérer du muscle sur une IVA proximale? Ça va quand même changer un peu la pratique et la prise en charge du patient. Le transfert après, après thrombolyse, je vous l'ai évoqué. Alors, peut-être un élément important sur le plan pratique, c'est quand est-ce qu'il faut transférer le patient. Vous êtes dans un centre secondaire, il faut transférer le patient vers un centre tertiaire. Pourquoi? Même si vous avez l'angioplastie sur place, hein, c'est pas le problème, il peut bien sûr avoir été désobstrué, mais il va falloir le transférer, c'est réécrit, alors c'est du bon sens clinique, puis vous l'avez tous dans la pratique, mais le patient est un choc cardiogénique, vous ne devez pas le garder, s'il est transférable en tout cas. Il continue à souffrir malgré le traitement médical adapté, vous n'avez pas l'angioplastie sur place, évidemment il faut le transférer. Les troubles rythmiques, les complications mécaniques, enfin je vous apprends rien, mais quand même, c'est important, et y compris sur ce qu'on voit de temps en temps, c'est les électrocardiogrammes qui changent à chaque fois qu'on en fait. Le patient qui stagne parce qu'il n'y a pas de possibilité de lit d'aval, par exemple, alors ça, c'est le problème du centre tertiaire, hein, c'est à la limite plus le centre secondaire qui a déjà demandé le transfert. Il va falloir qu'on arrive à prendre le patient. Ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je pense que c'est vraiment important le fait que vous ayez 24 heures pour agir et donc ne pas garder le patient, même s'il est asymptomatique, dès lors que vous avez eu la confirmation diagnostique, le mouvement de troponine. Donc c'est quelque chose, je vous ai remis la slide en ce sens. Une dégradation du Brilic par rapport à l'Effiant. Alors voilà, le ticagrelor est un peu dégradé, vous voyez. Le prasugrel doit être préféré au ticagrelor pour les raisons d'études que vous connaissez. Donc c'est pareil, il va falloir sans doute mettre en adéquation nos guidelines avec les difficultés qu'on connaît à avoir plusieurs molécules. Euh, vous avez déjà dit que les anti-GP de B3A ne devaient pas être utilisés en dehors de la salle de choro, on vous le redit. Euh, voilà, je vais peut-être. Il y a des modes et des vieilles molécules qui reviennent. Par exemple, le fait que c'est l'héparine qui revient à la mode plutôt que les HBPM. C'est discutable. Il faut sans doute là aussi revoir nos protocoles. Je pense que si votre protocole marche bien, c'est une question de savoir s'il faut vraiment le changer parce que de nouveau, il va y avoir des mixtes. Vous allez avoir à la fois des héparines, des HBPM en sous-cutané, en intraveineux, et après, c'est difficile de savoir ce qu'on doit faire. Donc bon, voilà, si vous pouvez le changer, en théorie, c'est plutôt l'héparine non fractionnée. On vous rappelle comment utiliser la thrombolyse, le fait que vous avez le droit, ça je trouve que c'est intéressant, à la demi-dose si vous devez thromboliser un patient de plus de 75 ans. Bon, voilà, ça c'est un niveau de preuve qui est modeste, mais un niveau de recommandation qui est très acceptable. Et bien sûr, dans ce cas-là, vous allez préférer le clopidogrel et l'aspirine plutôt que les autres anti-agrégants. La fibrinolyse, c'est un peu particulier, je pourrais peut-être y revenir si vous aviez des questions. Bien sûr, ne pas oublier le transfert du patient qui a été fibrinolysé. Et puis, il y a eu des modifications également sur la prise en charge de l'assistance mécanique, puisqu'on vous dit que le ballon de contre-impulsion ne doit pas être utilisé en dehors des complications mécaniques. Bon, c'était déjà le cas, c'est confirmé, classe 3, il ne faut pas l'utiliser. Je sais bien qu'en France, on garde encore le ballon de contre-impulsion parce que c'est une technique d'assistance qui est facile à mettre en place et rapide, mais bon, en tout cas, on est en dehors des recommandations. Euh,
On vous rappelle qu'il va falloir vous organiser pour transférer le patient, mais on vous donne également des indications sur la durée du scope ou de la surveillance. Ça, c'est intéressant en pratique parce qu'on ne sait jamais trop si on est dans les clous, si on a le droit de libérer rapidement les patients. Alors, je pense qu'on a la même expérience, hein. Après Covid, on a dû libérer des places, on a dû libérer les patients. Et on vous dit qu'il faut quand même garder un patient à haut risque 24 heures scopé. Un patient à haut risque, ça veut dire un ST+, ou un NSTEMI grave. 24 heures hein, de soins intensifs, on ne vous dit pas une semaine. 24 heures, et que chez les patients à bas risque, vous pouvez, enfin, après ça, vous pouvez les envoyer dans un secteur normal pendant 1 à 2 jours, ce qui veut dire qu'on se rapproche des recommandations américaines où les patients sortent à J2, J3 après un infarctus non compliqué, et que vous pouvez même envisager chez des patients sélectionnés des sorties précoces et si possible chez les patients à haut risque vers des centres de réhabilitation. Alors ça c'est la vie idéale, je ne sais pas si vous en avez la possibilité près de chez vous, mais c'est vrai que ce serait idéal de pouvoir les envoyer en rééducation, le patient ayant quand même assez peu compris sur la table de choro et en soins intensifs. Donc, si vous pouvez enchaîner vers l'éducation thérapeutique, c'est quand même optimal. Je trouve que c'est intéressant ça que les recommandations se mouillent avec, vous voyez, des niveaux de preuve très modestes. Niveau C, ça veut dire que les gens se sont écharpés pour savoir si on fallait les prendre 24 heures ou 48 heures parce qu'il n'y a aucune étude, mais qu'en revanche, c'est des questions pratico-pratiques majeures. Et puis je terminerai avec des éléments intéressants toujours dans la prise en charge du patient. Vous pouvez, chez des patients qui sont venus pour un syndrome coronarien, chez qui vous avez fait l'angioplastie sans complication, vous pouvez les renvoyer dans un centre le même jour. Et ça nous arrive de plus en plus, hein, pour avoir travaillé un peu en Amérique du Nord, les collègues faisaient l'angioplastie, renvoyaient le patient à 2000 km. Alors on va pas faire ça en France, 2000 km, mais vous pouvez commencer à réfléchir à ce genre de choses. Ensuite, juste un mot sur des choses plus techniques pour les coronarographistes qui sont connectés. On le savait déjà, mais on vous déconseille la thromboaspiration systématique. Donc vous le faites intelligemment. Et oui, ça nous arrive de réfléchir en coro. Et puis, je vous ai remis la figure sur vous vous organisez dans les 45 jours pour faire la revascularisation complète. Vous dilatez pas toutes les lésions d'emblée, sauf situation très particulière, choc cardiogénique, dans lesquels vous pensez que les patients vont en tirer bénéfice. De la même façon, on vous rappelle que vous ne devez pas mettre de défibrillateur avant 6 semaines en théorie, après un infarctus ayant laissé une séquelle avec un infarctus, une fraction d'éjection inférieure à 35%. Donc bon, ça, c'est pas très nouveau, mais enfin, on le redit. Comme je vous disais tout à l'heure pour le cancer, les insuffisants rénaux doivent être traités de la même façon. Bien sûr, on va essayer de protéger, et si on peut, on va différer ou on va minimiser les doses. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lui faire accéder sur un infarctus à la salle de choro. De la même façon, chez les patients âgés, alors on vous parle d'approche holistique, c'est bien gentil en phase aiguë. Pour bien sûr le complément d'angioplastie, on va prendre l'avis de la famille, du patient, du généraliste, du gériatre. Mais en phase aiguë, on est bien d'accord que c'est rare d'avoir accès à ce genre d'évaluation. Puis je terminerai avec un message qui va nous sortir un peu de notre rôle habituel en tant que cardiologue. Moi, je suis très attaché à la gestion des comorbidités. En particulier, on rentre dans la période de vaccination contre la grippe. Eh bien, il y a une étude qui a montré la diminution des événements cardiaques après infarctus quand vous vaccinez les patients contre la grippe, indépendamment de l'âge. Hein, ce pas des patients comorbides, ce sont simplement des patients qui ont présenté un infarctus du myocarde. Et donc, vous voyez, hein, cette ligne-là que je trouve très belle, vaccination contre la grippe recommandée chez tous les patients ayant présenté un syndrome coronarien. Classe 1, pas de discussion. Niveau de preuve A, pas de discussion. Donc, voilà, si on vous pose la question, il faut en profiter, c'est maintenant. Oui, vous pouvez y aller, vous avez reçu la feuille, il faut le faire, vous avez plus de 60 ans, mais même si vous avez moins de 60 ans, il faut normalement être vacciné contre la grippe. Bon, et puis mon petit dada avec la colchicine que je vous remets, n'hésitez pas que ce soit en phase aiguë ou à distance chez vos patients les plus complexes. Je crois que je vais m'arrêter sur cette slide ouverte à la discussion si tu en as, si tu as des questions, pardon. Oui, je vous remercie, professeur Roby. Alors, je souhaite juste souligner le fait que vous avez participé à cet essai international randomisé. Vous étiez l'expert français qui a participé à l'étude qui a validé la colchicine. Donc, dans l'infarctus, quand même, c'est important. Il me paraît important de le souligner. Euh, alors, peut-être quelques questions. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu l'algorithme
de H0, H1. Est-ce qu'il est si efficace que l'algorithme 0,3? Oui, oui, alors avec des biomarqueurs qui sont extrêmement sensibles, des troponines de dernière génération, ultra sensibles, en fait, il y a un algorithme, soit on part de très bas et on reste très bas, la valeur prédictive négative est excellente, même au bout d'une heure. Et donc, on peut libérer le patient en disant, c'est pas un syndrome coronarien au risque d'événements cardiovasculaires. Ça veut pas dire qu'il faut pas voir le cardiologue, hein, la douleur est suspecte, il va falloir qu'il soit réévalué, peut-être un test d'ischémie, contrôle des facteurs de risque. Inversement, la troponine est modérément élevée et au bout d'une heure, elle a plus que, alors dépendamment des algorithmes, plus que doublé, plus que triplé. Ben là, c'est un syndrome coronarien, même si on reste dans des valeurs basses, il faut prendre en charge comme si c'était un syndrome coronarien avéré. Donc oui, oui, c'est efficace. Alors à titre personnel, une heure, c'est le délai qu'il faut pour que le tube arrive et que le résultat me soit rendu. Donc j'ai toujours un peu de doute sur la mise en pratique locale, mais il y a des collègues qui me disent que c'est utile, et en particulier quand vous avez accès au dosage décentralisé, euh, parce que là, tu as le résultat immédiatement, et donc évidemment, c'est très pertinent pour les urgentistes. Parfait. Alors, vous nous avez exposé le problématique de pré-traitement. Alors ça, c'est un sujet très délicat, si je peux dire. Est-ce que vous pouvez nous dire comment on fait à partir de maintenant? Parce que si je comprends bien, il faut pas les pré-traiter avant la coronarographie. On va les traiter en salle, c'est ça? Et là, il y a deux scénarios. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour les centres secondaires qui vont transférer la coro après 24-48 heures? Et qu'est-ce qu'on fait si on tombe sur un vendredi et on sait que une partie des centres ne font pas la coro à H24? Bah, c'est une excellente question. Je pense qu'elle n'est pas résolue, hein. Je vais pas, alors je dois pas prendre position contre les recommandations, évidemment. Les recommandations sont logiques, hein, et s'appuient sur les sciences, mais il y a quand même les problèmes de prise en charge pratique. Alors, un syndrome coronarien ST+, un patient qui va pas bien, je trouve pas choquant quand même de le charger. Et il faudrait pas qu'on tombe dans l'excès inverse où plus aucun patient ne soit chargé, parce qu'on a peur de l'anatomie coronaire et de du risque théorique de chirurgie. C'est-à-dire que ça nous est quand même tous arrivé de faire ponter un patient qui avait été chargé, et ce sont des ponts de sauvetage, donc c'est sûr que c'est difficile pour le chirurgien, je le comprends très bien. Mais d'un autre côté, c'est quand même très exceptionnel, hein. Ça va arriver sur un centre à haut volume, on va dire 1 à 3 fois par an, euh, contre les 1000, plus de 1000 procédures qui vont se faire de façon classique. Donc pour répondre de façon très simple, je crois qu'il y a la situation du syndrome coronarien à risque intermédiaire, mouvement de troponine, électro normalisé, patient qui n'a pas mal. D'accord, on peut ne pas le charger parce que ça va permettre d'avoir l'anatomie coronaire et de décider et de réaliser la charge sur table avec des antiagrégants. Si le patient n'est pas capable de prendre des comprimés, on a quand même des formes intraveineuses maintenant également d'antiagrégation. Donc ça, c'est vrai que c'est intéressant de le faire en salle de coronarographie. Je pense vraiment que ça va être des discussions locales en fonction des délais de prise en charge, des possibilités de recours, de transfert, etc. Donc je crois que les protocoles locaux vont devoir être revus, et à mon avis, ça n'a pas fini de faire couler de l'encre. Parfait, je vous remercie. Quelques questions de la part de nos spectateurs. Est-ce qu'il y a toujours un intérêt de donner des statines chez les vieux, chez les patients âgés? Ben, alors le niveau de preuve est modeste, hein. Il est clair qu'il y a un certain âge au-delà duquel on ne sait pas trop, mais à dire vrai, on ne sait pas trop pour aucun des médicaments, hein. On ne sait pas trop non plus pour la coronarographie, hein, pour être honnête. Ça semble logique. Je pense qu'il faut savoir raison garder. C'est un peu comme les objectifs pressionnels, c'est-à-dire que voilà, le patient de 90 ans, 95 ans, on va pas forcément lui donner de la torvastatine 80, surtout s'il le tolère pas bien, qu'il fait 40 kilos, on va accepter un résultat moindre. Pourquoi pas une petite dose de statine quand même s'il le tolère, hein, ça fait pas partie des médicaments inutiles. Peut-être qu'il reçoit 15 médicaments dont la moitié sont inutiles, ça d'accord, faut les nettoyer. S'il présente le moindre risque d'intolérance, s'il arrête de s'alimenter, évidemment, il faudra arrêter le médicament. Réponse pratique, mais j'ai pas vraiment de réponse scientifique à aborder là. Tout à fait d'accord. Et pour aller de l'autre côté du spectre, alors le patient très jeune qui est multitronculaire ou voilà qui vient de faire un infarctus, est-ce qu'il y a un intérêt de débuter déjà avec les PSK9 depuis jour 1, quoi? Alors, c'est une très bonne question. Déjà, je pense que si on est très agressif,
c'est intéressant. C'est-à-dire que passer d'emblée, il y a un consensus français, un peu ancien maintenant, qui avait proposé chez les patients qui étaient très élevés, très loin de l'objectif, de passer d'emblée à une association à l'ézetimibe. Donc, par exemple, je sais pas, vous êtes pris en charge à 2 grammes de LDL, bah, on va vous mettre d'emblée sous association ézetimibe, atorvastatine ou rosuvastatine pleine dose, et voir ce que ça donne. Sans oublier le dépistage de la dyslipidémie familiale, bien sûr, hein. Si vous êtes à 2 grammes à 40 ans, c'est que sans doute vous avez une dyslipidémie familiale. La place d'anti-PCSK9 n'est pas tout à fait avérée. Je pense qu'il faudra quand même très rapidement refaire le point. Vous allez revoir ce patient qui est très à risque à 1 mois, j'imagine. À 1 mois, il n'est pas l'objectif. Oui, je suis tout à fait d'accord. Moi, j'enchaîne avec les anti-PCSK9. Mais on a des bonnes surprises, hein, de 2 grammes sous plein de doses de statine et des étimibes. Bien des patients se retrouveront à 0,5, ils vont baisser de 3 quarts. Et donc, ça vous évitera les anti-PCSK9, mais ça reste une réserve thérapeutique pour la suite, surtout si par la suite vous êtes obligé de baisser la statine. Parfait, je vous remercie. Encore une autre question intéressante. Alors, quels sont les délais de pontage chez les patients éligibles pour un pontage? Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre comme timing sans prendre beaucoup de risques? Parce que ça, c'est un autre sujet. Alors, dans les recommandations, si je ne m'abuse, le délai est évoqué, mais uniquement pour la question de l'antiagrégation, c'est-à-dire en cas de charge impromptue, on va dire, combien de temps faut-il attendre? En sachant que c'est discuté, hein, il n'y a pas de réponse formelle. Euh, je- Localement, on nous demande d'attendre en général au moins 5 jours après une charge en prasugrel ou anticagrelor, de façon à ce que l'antiagrégation soit acceptable d'un point de vue du risque hémorragique. Après, il y a l'autre aspect qui est également la séquelle ventriculaire. En cas de large infarctus, c'est sûr que la chirurgie sera quand même très à risque dans les jours qui suivent. Donc c'est pareil, on espère pouvoir attendre un petit peu, stabiliser le patient, peut-être traiter par angioplastie la lésion menaçante et laisser récupérer pour pouvoir intervenir un peu comme vous feriez à distance pour le défibrillateur. Donc la bonne pratique, c'est ventricule gauche préservé, très haut risque ischémique, pas de charge antiplaquettaire, vous pouvez l'opérer dans les jours qui suivent. Et parfois il faut, et bien sûr, l'autre bout du spectre, pour continuer à parler de spectre, le patient garde des douleurs, sub-1,30, garde une ischémie sur l'électrocardiogramme, il faut qu'il soit opéré en urgence dans les heures qui suivent. Et là, quelle que soit la prise en charge initiale, il a bénéficié ou il n'a pas bénéficié d'une charge en anti-plaquettaire, ben, s'il reste algique et que vous ne pouvez pas vous en sortir par angioplastie, il va falloir que le chirurgien opère. Parfait, parfait. On enchaîne avec les questions. On prend encore trois ou quatre questions. Alors, quelle est la stratégie dans le choc cardiogénique actuellement? Qu'est-ce qu'ils nous disent les recommandations? On est sur le culprit ou on dilate tout? Alors, les recommandations, je vous les ai passées peut-être un peu rapidement tout à l'heure. C'est bien sûr vous traitez la lésion coupable. Vous ne devez pas faire toutes les lésions systématiquement sans vous poser de questions. Vous êtes autorisé, avec un niveau de recommandation moindre, à traiter les autres lésions dont vous jugez qu'elles participent à l'ischémie. C'est déjà du bon sens. C'est-à-dire que le patient a un tronc commun occlu et une droite critique. Vous allez désobstruer le tronc commun, vous reperfusez le tronc commun. Il y a du thrombus, des lésions un peu distales sur l'IVA, sur la circonflexe. Vous allez peut-être les respecter pour les traiter secondairement s'il n'y a pas de plaque instable évidente. En revanche, si la droite reste critique avec un patient qui est très instable et que l'angioplastie semble simple, hein, bien sûr, ça dépend ce sur quoi vous partez en termes d'angioplastie, c'est très logique de la traiter. Inversement, vous allez désobstruer le tronc commun et il y a une occlusion chronique de la droite, c'est vraiment pas le moment de partir là-dessus. Il y a des lésions intermédiaires sur la droite, c'est pareil, c'est vraiment pas le moment. On ne cherche pas une revascularisation complète parce qu'on s'expose bien sûr aux complications, aux thromboses de stent, etc. Parfait. Et dans le choc cardiogénique, quelle peut être l'approche? Euh, Alors, un des messages très importants, c'est de transférer le patient. C'est vraiment la patate chaude. Votre patient est en choc cardiogénique. Vous avez pu faire une angioplastie de sauvetage. Bravo, c'est super. Il ne faut pas le garder si vous n'êtes pas dans un centre capable de chirurgie ou d'assistance. Ça dépend de l'âge du patient, bien sûr. En tout cas, je vous invite à vous rapprocher de vos correspondants pour discuter la situation. Je viens de recevoir un patient de 60 ans. Il est arrivé en choc cardiogénique. On a pu lui traiter l'IVA, mais il reste dépendant des amines.
On vous en voudra jamais. Au contraire, si le patient est transférable, à le transférer dans un centre tertiaire, parce que peut-être qu'il va être greffé, en fait, ce patient, dans les 15 jours. Peut-être qu'il va très bien s'en sortir et vous allez le revoir au bout de 48 heures, frais comme un gardon et prêt à faire la réhabilitation. Mais en revanche, s'il se dégrade dans les heures qui suivent, qu'il commence à passer en anurie, qu'il est de plus en plus instable, là, il va peut-être être difficile à transporter et il va mourir chez vous. Donc vraiment, le message majeur, c'est de bien se poser la question. Alors, je ne parle pas bien sûr du patient très âgé, chez lequel il n'y aura pas d'option thérapeutique, mais en tout cas, chez un patient, on va dire, de moins de 70 ans, vraiment prenez un contact avec vos collègues des réanimations capables d'assistance mécanique de courte et de longue durée et de transplantation cardiaque. Oh, bien noté. Professeur Ruby, encore deux questions. Alors, la première est liée à l'ère post-Covid, et puis on va parler de la durée de la double intégration plaquettaire. Alors, qu'est-ce que ça a changé depuis Covid? Alors là, ça sera intéressant de faire parler la salle, c'est la limite de la visio. Bon, je pense que ça a changé beaucoup de choses. On prend des patients qu'on va mettre à la porte après leur avoir dit bonjour et poser un stent, en gros, hein. Ce qui veut dire que la relation avec le patient est complexe. Ils avaient déjà peu de temps pour comprendre, ils ont encore moins de temps pour comprendre. Euh, je vous parle même pas des problèmes de personnel qu'on a tous sans doute derrière l'écran, ce qui fait que c'est certainement très compliqué. On a quand même des données épidémiologiques intéressantes sur le fait que les patients arrivent, euh, plus ils sont jeunes, alors c'est pas un rapport direct avec le Covid, mais quand même on en prend conscience, plus ils sont jeunes, plus ils sont, contrairement à ce qu'on pourrait penser, comorbides dans le sens où ils ont des facteurs de risque émergents sur le plan cardiovasculaire, et en particulier de la prise de toxiques et de toxiques multiples. Donc je crois que là, ça a changé un peu notre approche du patient, où on a malheureusement moins de temps pour discuter, moins de temps pour prendre en charge ces toxicités, par exemple, et on est obligé de limiter nos discours. Alors, moi, à titre personnel, quand je raccompagne le patient jusqu'à l'ascenseur, mon seul message, c'est sur le tabac, parce que je suis obligé d'en choisir un, que c'est le seul que je peux faire passer, et je laisse passer tout le reste. Donc ça, c'est un peu triste. Il faudra vraiment qu'on arrive à inventer, à côté de la réhabilitation, qui a un rôle majeur, bien sûr, des moyens de communiquer auprès de nos patients. Ça, c'était ta première question. La deuxième, je l'ai oubliée. Alors, la deuxième, c'est de nous faire un petit focus sur la durée de DAPT après Ah oui, avoir fait un infarctus. C'est un sujet encore, voilà, tout est intéressant, hein, mais ce ouais. durée de DAPT, c'est encore autre Alors, chose. idéalement, bien sûr, chez un patient jeune qui tolère bien un an, on reste sur des choses classiques. Je vous ai évoqué la possibilité de raccourcir la durée de la double anti-agrégation. On vous dit 3 mois chez des patients à très haut risque hémorragique et à faible risque ischémique. 6 mois plutôt si vous êtes dans une situation intermédiaire. Je crois qu'en gros, il faut quand même qu'on discute ensemble. C'est-à-dire que le coronarographiste doit se mouiller. Si vous avez besoin d'arrêter, ça peut arriver, hein, que vous ayez besoin de baisser la double antiagrégation. Et votre coronarographiste doit vous dire, est-ce que c'était une angioplastie simple avec un stent court et de large diamètre, ou est-ce qu'au contraire, c'était une angioplastie très complexe sur le tronc commun, plusieurs bifurcations, une grande longueur, etc. Et donc, en théorie, on doit se mouiller, on doit dire anti-agrégation stricte, strict minimum de temps, si on veut que la double anti-agrégation ne soit pas arrêtée. Donc, on a quand même le temps, hein, soit c'est une urgence vitale, le patient saigne dans sa tête, bon, bah là, vous faites comme vous pouvez et personne ne vous en voudra. Si c'est une chirurgie programmée, bah, il faut avoir le temps de discuter avec le cardiologue traitant, le cardiologue qui a posé le stent, pour être sûr que on est à 3 mois de l'intervention et ça pose pas de problème. Et souvent, on vous dira ça pose pas de problème grâce aux dernières générations de stents et si la procédure s'est déroulée sans difficulté. Parfait, on vous remercie, professeur Ruby, pour votre temps. On sait que vous êtes très chargé, donc on vous remercie d'avoir pris le temps. On va clôturer notre webinaire tout de suite. Je souhaitais juste vous rappeler de notre congrès, le congrès CNCH de 22 au 24 novembre à Paris, Novotel Tour Eiffel. Inscrivez-vous sur le site. Il reste encore des places pour une inscription totale, donc transport, hôtel, inscription. Tout est compris. Et encore une fois, un grand merci, professeur Ruby, et on vous attend bientôt avec Merci nous. beaucoup. Merci, au revoir.